Bonjour, Géopolitis est à Nantes pour les géopolitiques organisées par l'IRIS. Au cœur des débats, ici, au lieu unique, la guerre d'Ukraine et ses conséquences au moment où se tiennent les premiers référendums d'adhésion dans les territoires conquis par la Russie. Vladimir Poutine a décrété la mobilisation partielle et agite à nouveau la menace nucléaire, faisant monter la tension après la contre-offensive ukrainienne. Le revers russe, dû en grande partie aux armes américaines, fragilise Poutine sur le plan intérieur. Sur fond d'inflation, les Européens voient arriver l'hiver avec angoisse après la coupure du gaz russe. Dos au mur, Poutine choisit l'escalade. Référendum, mobilisation de 300 000 réservistes, c'est peut-être un tournant de la guerre depuis la prise d'Izium par les Ukrainiens. Une contre-offensive préparée de longue date avec les Américains grâce à la puissance de leurs renseignements et de leurs armes qui ont permis d'anéantir en partie les tanks et l'artillerie russe. Poutine justifiait cette guerre en disant qu'Ukraine et Russie ne formaient qu'une seule nation. La réponse de Zelensky claque comme une gifle. Pensez-vous toujours que nous ne sommes qu'un seul peuple? Pensez-vous encore que vous pouvez nous effrayer, nous briser, nous persuader de faire des concessions? Lisez sur mes lèvres, sans gaz ou sans vous, sans nourriture ou sans vous, sans vous. Poutine a dû faire une croix sur son ambition de faire tomber Zelensky et de vassaliser l'Ukraine. Les Occidentaux, Américains en tête, sentent l'animal blessé et se prennent à évoquer une défaite totale de la Russie. On en est encore loin et le peuple ukrainien va continuer à souffrir dans sa chair, mais également le peuple russe avec des sanctions plus efficientes que ne le dit Poutine, et les Européens s'attendent à passer un hiver difficile. Avant d'évoquer toutes ces questions avec notre invité Pierre Aski, chroniqueur de politique étrangère, retour sur les derniers événements avec Elsa Anguinolfi. L'annexion est actée après des référendums organisés à la hâte et qualifiés de simulacres par les Occidentaux. La Russie rattache officiellement à son territoire les régions sous contrôle de son armée et de ses alliés locaux. Face aux avancées de l'armée ukrainienne, Moscou tente de sécuriser ses gains territoriaux et agite la menace nucléaire. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Longtemps réticent, Vladimir Poutine s'est résolu à lancer une mobilisation partielle de 300 000 réservistes. Obusiers français ou polonais, lance-roquettes multiples américains. Sur les réseaux sociaux, Kiev met en image la force de frappe que lui procurent les armements livrés en masse par l'Occident. Et en premier lieu par les États-Unis qui partagent aussi avec l'Ukraine les précieuses informations de leur système de renseignement. Des soutiens cruciaux dans les contre-offensives lancées fin août par l'armée ukrainienne qui auraient permis de repousser les forces russes sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Un revers cinglant pour l'armée russe dont certaines unités auraient fui dans la panique, abandonnant derrière elles munitions et véhicules. Dans les territoires repris, les morts se comptent par centaines. À Izium, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir exhumé 447 corps, essentiellement des civils. Certaines dépouilles présentaient des signes de torture. Près de 6 000 civils au minimum ont été tués en Ukraine du fait de la guerre, d'après l'ONU. I have the honor to welcome His Excellency Joseph R. Biden Jr., President of the United States of America. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, Joe Biden condamne à nouveau la Russie et tente de convaincre les pays qui n'ont pas encore clairement choisi leur camp. Cette guerre vise à anéantir le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État, tout simplement, et le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple. Où que vous soyez, où que vous viviez, quelles que soient vos convictions, cela devrait suffire à nous faire frissonner. En mars, lors du vote de cette même Assemblée générale sur une résolution exigeant le retrait des troupes russes d'Ukraine, 35 États s'étaient abstenus, de nombreux pays d'Afrique et d'Asie, dont l'Inde et surtout la Chine.
Depuis le début de la guerre, la deuxième puissance mondiale apporte un soutien limité à la Russie, mais semble s'inquiéter de la tournure prise par le conflit. Nous appelons toutes les parties concernées à éviter que la crise ne déborde et à protéger les droits et intérêts légitimes des pays en développement. À la mi-septembre déjà, Vladimir Poutine avait reconnu les préoccupations de Xi Jinping lors de leur première rencontre depuis le début de la guerre. C'était au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui a réuni les dirigeants de 14 États, principalement asiatiques, à Samarcande en Ouzbékistan. Une organisation qui tend à se positionner comme un contrepoids à l'Occident. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Vous faites chaque matin la chronique géopolitique sur France Inter. Vous avez été correspondant en Chine. Vous êtes également le président de Reporters sans frontières. Vous êtes venu ici à Nantes pour parler de ce nouvel ordre mondial qui va se dessiner après la guerre en Ukraine, quand elle se sera terminée évidemment. Mais évidemment, tout le monde est frappé aujourd'hui par la fuite en avant du président Poutine et des risques accrus qu'il fait courir sur la planète. Il y a eu ce sommet de Samarcande où on a vu effectivement ce bloc, cette alliance qui commence à se fissurer, à s'ésarder. Est-ce que la Chine est toujours aussi ferme à soutenir Poutine? La Chine n'a soutenu Poutine que pour une raison, c'est qu'ils ont un intérêt commun à mettre en cause l'ordre mondial dominé par les Américains. Donc il y a une vision politique commune. Mais la Chine, depuis le début, n'approuve pas fondamentalement cette guerre, parce que l'intérêt chinois économique, il est que le monde tourne. La Chine est dans la mondialisation. Elle exporte, elle importe et elle exporte. Et ses deux principaux marchés sont les États-Unis et l'Europe. Le fait que Poutine rencontre des difficultés majeures en Ukraine, ses troupes ont reculé, fait qu'on entend désormais la petite musique chinoise qui dit c'est pas formidable ton affaire. Et quand Poutine, à Samarcande, a dit publiquement devant les caméras je vais répondre aux préoccupations de mes amis chinois, c'était une première. Depuis le début de cette guerre, on n'a jamais eu cette reconnaissance par l'un ou par l'autre qu'il y avait des préoccupations chinoises. Donc on voit bien que l'unité sino-russe, ce n'est pas une alliance, c'est un partenariat très fort. Donc que des pays qui ne veulent pas de mal à la Russie, comme la Chine et l'Inde, commencent à émettre des petits signes de désaccord, c'est significatif. Mais quand même, vous avez évoqué, lors de votre débat tout à l'heure, ce nouvel ordre mondial qui va forcément succéder à celui actuel, donc l'ordre des Nations Unies qu'on connaît depuis 1945. Qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça? On voit bien que ça ne fonctionne plus, l'ONU ne fonctionne plus. Est-ce que cette logique de deux blocs va s'imposer? Il y a deux dimensions, à mon avis, dans l'après-guerre. C'est un peu tôt pour en parler parce que la guerre continue et elle risque de durer au minimum tout l'hiver, parce que Poutine espère que les opinions publiques européennes vont s'affaiblir, vont cesser de soutenir l'Ukraine et qu'au printemps, il sera en meilleure posture. Donc pour l'instant, cette guerre continue. Mais dans les scénarios possibles de l'après-guerre, il y a deux dimensions. Il y en a une qui est qu'effectivement l'ordre international ne fonctionne plus. On voit bien que les Nations Unies sont aujourd'hui vidées de leur substance par le fait qu'un des membres permanents du Conseil de sécurité doté du droit de veto, la Russie, est l'agresseur dans ce cas. Donc les Nations Unies ne peuvent plus rien faire parce qu'il y aurait un veto automatique. Donc à mon avis, il y aurait une logique, mais la logique n'est pas toujours respectée, hélas, à remettre tout ça à plat et à recréer des instances de gouvernance mondiale qui aujourd'hui n'existent pas. La deuxième dimension, c'est qu'est-ce qui va advenir de ce face-à-face entre l'Occident qui s'est reconstitué, l'OTAN est aujourd'hui solide, l'alliance entre les États-Unis et l'Europe a pris de nouveau la tournure d'un bloc politique, et de l'autre côté, quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas véritablement un bloc, parce que le groupe de Samarcande, ce sont des pays qui sont unis contre les Occidentaux, mais qui ne sont pas unis entre eux. Et puis, il y a le reste du monde. Il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine, il y a une partie de l'Asie qui reste sur le banc de touche en disant
ça ne nous concerne pas, on ne veut plus suivre automatiquement l'un ou l'autre des camps en présence. Donc, qu'est-ce qui va advenir de cette lutte d'influence à l'échelle mondiale après cette guerre? Évidemment, beaucoup de choses dépendront de la manière dont la guerre se termine. Est-ce que c'est sur une défaite de la Russie? Est-ce que Poutine sera toujours là? Est-ce que la Russie continuera à peser? Est-ce que la Chine sera affaiblie par une défaite de la Russie? Il y a plein de questions, y compris internes aux États-Unis et à l'Europe. Alors Poutine est évidemment également fragilisé sur le plan intérieur. On le voit avec cette mobilisation partielle de réservistes qui va évidemment diviser le pays. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Ohayon. À Moscou ou à Saint-Pétersbourg, l'annonce de mobilisation partielle des réservistes a fait violemment réagir jusque dans la rue. Nous sommes venus pour protéger nos amis, nos pères et nos parents qu'ils veulent emmener à la guerre brutale contre l'Ukraine. Plus d'1 millier de manifestants ont été arrêtés dans une trentaine de villes russes. Les mobilisations de rue, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Pour chacun des Russes aujourd'hui, la question c'est est-ce que je suis prêt d'aller risquer ma vie dans cette guerre qui n'est pas sur mon territoire, qui est dans un pays étranger. Et à ça, beaucoup de Russes en fait répondent avec leurs jambes et non pas en allant manifester, parce que manifester est à la fois dangereux et inefficace. Ce qu'on va voir se multiplier, et ce qu'on voit se multiplier déjà, c'est toutes les stratégies de fuite et d'évitement. Les gens quittent le pays, les gens se cachent, les gens font en sorte d'obtenir des faux certificats médicaux qui leur permettent de ne pas être incorporés. Et en même temps, vous voyez, ce qu'on constate, c'est une rafle relativement massive au sein de la population. Donc là, les Russes sont face à un séisme qui va transformer leur attitude par rapport à la guerre. Vladimir Poutine se retrouve de plus en plus contesté en Russie. Alla Pugacheva fait partie de ces rares Russes opposants à la guerre qui l'expriment publiquement. C'est l'une des plus célèbres chanteuses en Russie. Sur son compte Instagram, aux 3,5 millions d'abonnés, elle dénonce une opération aux objectifs illusoires qui font de notre pays un paria et pèsent sur la vie de nos citoyens. À Moscou, des députés municipaux ont réclamé la démission de Vladimir Poutine. D'autres élus de Saint-Pétersbourg appellent même à sa destitution, l'accusant de haute trahison. Plus importante encore, et ça c'est plutôt un élément inquiétant, sont des critiques de Poutine qui viennent de son aile droite, qui vont dire en réalité on n'a pas encore commencé la guerre, il faut frapper plus fort, il faut enfin détruire l'Ukraine. Et vous voyez, le Poutine est fragilisé, mais il n'est peut-être pas fragilisé dans un sens qui le pousse à la pacification. Sur Telegram, des blogueurs pro-guerre très influents ont documenté les échecs de l'armée russe et déplorent que Poutine ne décrète pas de mobilisation générale. Même l'un des plus fidèles soutiens de Moscou, le leader tchétchène Ramzan Kadyrov, a critiqué les choix tactiques du président. Critiquer le pouvoir n'est pas sans risque en Russie. Selon un rapport du média russe de défense des droits humains, OVD Info, plus de 16 000 arrestations liées à des actions contre la guerre ont été recensées en 6 mois. Alors, est-ce qu'on assiste finalement à un tournant de la guerre? Par exemple, il y a ces référendums là, qui se tiennent dans le Donbass, il y a cette mobilisation de réservistes qui n'est pas très populaire. Qu'est-ce qui se passera pour Poutine sur le plan intérieur? Le tournant de la guerre, c'est le recul russe en Ukraine. C'est la contre-offensive victorieuse des Ukrainiens qui ont récupéré une partie de leur territoire. C'est ça le tournant qui entraîne cette fuite en avant de Poutine, à la fois avec ces référendums pour annexer 4 blocs de territoire ukrainien et cette mobilisation partielle qu'il a déclenchée. Et on peut se demander si, à la première erreur qu'a été le déclenchement de la guerre en février, il en rajoute pas aujourd'hui une deuxième, parce qu'il a introduit le virus de la division à l'intérieur de la Russie. On a vu des manifestations, on a vu des milliers et des milliers d'hommes quitter le pays, que ce soit vers la Finlande, vers la Turquie, c'est considérable. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette guerre est impopulaire, au moins dans une partie de la population. Et que là où Poutine peut recruter des troupes, c'est dans les zones où
l'attrait de la paye va susciter des vocations ou des gens qui n'ont pas les moyens de quitter le pays. Mais ça ne fait pas des troupes efficaces et déterminées qu'il va falloir en plus former. Donc il y a ce cercle vicieux de la division et de la polarisation intérieure qui risque de peser très lourdement sur l'avenir non seulement de la guerre, mais de Poutine lui-même, voire de la Russie, puisqu'il y a aujourd'hui des gens qui commencent à se poser la question, est-ce que cet État pourra survivre à un éventuel effondrement dans la guerre d'Ukraine? Alors justement, Poutine est fragilisé, il est le dos au mur, il est peut-être extrêmement dangereux. Il a évoqué le scénario nucléaire. Est-ce que c'est un risque crédible? Alors, c'est toujours difficile de se prononcer sur un sujet pareil, surtout que Poutine lui-même a dit « Attention, je ne bluffe pas oui. ». Après, on peut se dire que s'il insiste tant pour dire qu'il ne bluffe pas, c'est peut-être qu'il bluffe. C'est-à-dire que il y a une partie du débat, et on l'a évoqué dans ce débat à Nantes, est-ce que Poutine est rationnel? Il y a des gens qui ont imaginé que c'était un coup de folie, que c'était une irrationalité de Poutine. Moi, je ne crois pas. Je pense que Poutine reste un homme rationnel, simplement il a sa propre rationalité qui n'est pas la nôtre. Mais que cette guerre correspond à sa vision historique de ce qu'est l'espace russe, de ce qu'est la nécessité pour la Russie d'avoir sa sphère d'influence, qu'il a vécu la fin de l'URSS comme un désastre de portée historique, et que c'est toute cette logique qu'il a mis en route le 24 février. Est-ce que ça peut le conduire à l'irréparable? Je ne crois pas, pour une raison, c'est que l'usage de l'arme nucléaire aujourd'hui, même une arme nucléaire tactique, pour la première fois depuis les Hiroshima et Nagasaki en 1945, serait un tabou absolu qui serait levé. Mais je ne peux pas imaginer que Poutine franchisse cette étape et que les Chinois le laissent faire. Parce qu'on ne se lance pas dans une guerre nucléaire qui appellera immédiatement des représailles, des ripostes, sans s'assurer que ses alliés ou en tout cas ses partenaires vous soutiennent. Et la Chine a déjà fait savoir par une petite déclaration du ministre des Affaires étrangères Wang Yi qu'elle ne soutiendrait pas l'usage d'armes de destruction massive. C'est une déclaration, ça n'est pas un traité ou même une déclaration du président, mais malgré tout, c'est une indication. Et donc je pense que cette menace est agitée pour effrayer les opinions publiques, aussi pour convaincre les ultranationalistes à l'intérieur de la Russie que Poutine est déterminé. Alors Poutine dispose évidemment d'une autre arme qui est aussi redoutable, peut-être évidemment moins que celle-là. Il provoque les pénuries d'énergie qu'on va sans doute connaître cet hiver. Peut-être provoquera-t-elle des tensions sociales extrêmes, on le verra. On se retrouve juste après ce sujet également de Mélanie Noyon. À Leipzig, début septembre, ils étaient des milliers à défiler contre la vie chère et la hausse du prix de l'énergie. Pour l'ensemble de l'Union européenne, l'inflation a atteint cet été en moyenne presque 10%. Pour le seul secteur de l'énergie, c'est beaucoup plus de 38%. Les records d'inflation ont poussé beaucoup d'Allemands vers les banques alimentaires. L'affluence dans certains établissements a même doublé. Les aides de l'État ne sont pas suffisantes. Il s'agit de plusieurs choses qui s'enchaînent et qui impactent notre porte-monnaie. Au Royaume-Uni, le régulateur de l'énergie vient d'annoncer une hausse de 80% du coût de l'électricité et du gaz. Un mouvement appelle tout bonnement à ne plus payer ses factures. Pour cet hiver, le pays se prépare aux pénuries. À Glasgow, Birmingham ou Aberdeen, certains établissements publics se transformeront en banques de chaleur. En cas d'urgence, ils accueilleront ceux qui ne pourraient plus se chauffer. Au Parlement européen, une députée de la France insoumise est venue adresser directement à la présidente de la Commission les factures de Français à bout. Celle-là, celle de Gilles, qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 € par mois et qui accompagne son message par « Je ne suis pas sûre de me chauffer cet hiver ». Thank you very much. Les factures que vous nous avez montrées, oui, elles sont insupportables, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Envoyez ces factures à Moscou, c'est là qu'est le responsable.
I have a plea to this Parliament. L'Union européenne se montre déterminée à poursuivre son train de sanctions contre la Russie. Elle mise sur un report plus rapide vers les énergies renouvelables et locales et appelle les ménages à réduire leur consommation. L'Europe fait le pari de l'unité alors que les mouvements nationalistes progressent. À Prague, 70 000 personnes ont exigé la démission du gouvernement qu'ils jugent trop préoccupé par l'Ukraine au détriment de ses propres citoyens. Le gouvernement de Fiala est peut-être ukrainien, il est peut-être bruxellois, mais ce n'est certainement pas un gouvernement tchèque. En Suède, la coalition de droite et d'extrême droite a obtenu la majorité aux dernières législatives, une première pour ce pays historiquement ancré à gauche. En Italie, même scénario avec l'extrême droite en tête des législatives. Giorgia Meloni revendique la direction du prochain gouvernement, le gouvernement italien le plus à droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, alors on le voit, hein, l'appui aux sanctions reste quand même massif chez les Européens, mais le front commence un peu à se lézarder. Il y a quand même là un véritable risque. Poutine mise là-dessus. Il mise sur le fait que les opinions publiques européennes qui ont pris fait et cause pour l'Ukraine assez massivement depuis 6 mois, vont être fragilisées par les factures énergétiques, par les éventuelles coupures d'énergie cet hiver, en disant « Ok, la cause ukrainienne, c'est sympathique, mais quand même, j'ai besoin de chauffer ma maison et j'ai besoin de vivre. » C'est le pari qu'il fait, c'est le pari que font aussi ces réseaux d'influence, parce que Poutine a des réseaux d'influence en Europe, qu'on voit monter au créneau en France, en Italie et ailleurs. On les voit distiller la petite musique du doute en disant « Est-ce que vraiment ces sanctions ne font pas plus mal aux Français, aux Européens qu'aux Russes eux-mêmes? À quoi servent-elles » Voilà, il y a dans l'opinion publique cette tentative de déstabilisation du front derrière l'Ukraine. C'est l'une des seules armes qui restent à Poutine, parce que l'hiver va arriver. Le front va être plus ou moins stabilisé. On sait que le général hiver, depuis Napoléon, est important dans cette région du monde. Et donc, Poutine est en train de reconstituer son armée, avec cette mobilisation partielle. Et si, au même moment, les opinions publiques européennes lâchent, il a une chance de sortir de l'hiver, donc d'arriver au printemps, dans une meilleure situation, c'est-à-dire un affaiblissement du soutien occidental à l'Ukraine et une armée un peu requinquée qui sera en mesure de se battre sur le terrain. C'est un pari existentiel de Poutine, parce que s'il est raté, il perd tout. Mais est-ce qu'on peut imaginer justement que ça lâche, que les sanctions soient levées par certains pays? On voit par exemple que la Hongrie ne va pas aller au-delà de 2022 pour les sanctions. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui se profile? Pour le moment, aucun des gouvernements européens, en dehors de la Hongrie, n'exprime le souhait de sortir de ce régime des sanctions et de faire ce cadeau à Poutine. Il y a un enjeu énorme aujourd'hui de la part des hommes politiques et des femmes politiques en Europe, qui est de garder le contact avec leur opinion publique, d'expliquer chaque étape, de bien faire comprendre ce qui se joue dans cette guerre. Ce n'est pas simplement une guerre lointaine, c'est quelque chose qui nous concerne aussi, nous en Europe. Et c'est un petit peu l'enjeu de psychologie politique de cet hiver qui va être redoutable si, comme on le prédit, l'énergie va être la préoccupation numéro 1 des gens, l'énergie et le coût de l'énergie. Alors, ce qu'on va peut-être aussi se dessiner, c'est un nouveau rapport de force en Europe, entre les deux pays majeurs que sont toujours d'ailleurs l'Allemagne et la France, qui perdent un peu de poids par rapport aux pays comme la Pologne, les Pays-Bas, qui sont beaucoup plus durs vis-à-vis de la Russie. Mais je trouve un élément extrêmement intéressant de ce qui s'est passé au cours des derniers mois, c'est la dynamique à l'intérieur des 27. Et on a bien vu que le tempo, a été donné non pas par la France et l'Allemagne, qui sont traditionnellement les moteurs de l'Union européenne, mais par les pays baltes, la Pologne, c'est-à-dire les pays d'abord qui ont vécu
le joug soviétique et qui en gardent une blessure très forte et qui sont évidemment en première ligne face à la Russie. C'est intéressant, ça laissera des traces après et ça redessine peut-être une nouvelle manière de fonctionner en Europe dans laquelle les Français et les Allemands n'auront plus le monopole du leadership politique, mais devront le partager avec les autres. Ça me paraît une évolution tout à fait logique. Ces pays sont arrivés plus tardivement au sein d'une Europe qui avait ses propres rouages et ses dynamiques. On est dans une nouvelle phase historique dans laquelle ces pays jouent un rôle beaucoup plus actif et majeur. Eh bien, merci Pierre Askis, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Nantes sur le plateau de Géopolitis. Merci. Et on va continuer évidemment à suivre cet ordre mondial qui se redessine sous nos yeux. Merci beaucoup. Merci. D'autres débats très intéressants autour de la guerre en Ukraine ont eu lieu au Géopolitique de Nantes que vous pouvez retrouver sur le site de l'IRIS, en particulier une conférence sur l'information et la désinformation en temps de guerre sur laquelle nous reviendrons avec la sociologue des médias Isabelle Vera-Masson. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission consacrée à la Chine à quelques jours du 20e congrès du Parti communiste chinois. En attendant, je vous remercie de votre fidélité exigeante au nom de toute l'équipe de Géopolitis. Portez-vous bien.